Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, débrief, même ce soir, débrief de cette troisième étape du Tour de France. On partait de Chalette-sur-Loing pour aller à la Châtre, 216 km. C'était plat par un petit passage vallonné en milieu d'étape, mais qui n'était pas extrêmement difficile. Malgré tout, c'était une journée qui était dangereuse avec pas mal de vent. Quelques petites routes également que j'avais oublié de signaler à une cinquantaine de kilomètres. Il y avait un virage assez dangereux et j'avais oublié de le signaler lors de la présentation de l'étape. Et puis on s'attendait à avoir pas mal de vent de travers et forcément des coups de bordure. Il s'avère que le vent n'était pas là pour faire du spectacle aujourd'hui. Le vent était plutôt de face pendant très longtemps sur cette étape et que ça a été un peu le jour le plus long sur ce Paris-Nice. C'est-à-dire que ça a été compliqué pendant très longtemps et c'est pas passé grand-chose sur cette étape, il faut très clairement le dire. Mais on a eu un beau sprint et on aura des choses à dire sur le sprint, mais ça sera une vidéo plus courte que les 2 jours précédents où il s'est passé pas mal de choses. Donc du plat avec un vent de face. On a eu une moyenne horaire catastrophique, c'est-à-dire qu'on doit être à 36 km/h en fin de journée alors qu'on fait les 20 derniers kilomètres à plus de 60 à l'heure. Enfin, c'était une catastrophe. On est arrivé avec 35 minutes 35 minutes. On est arrivé à 17h10. Je crois l'horaire le plus long c'était 16h40. Donc on est arrivé avec 30 minutes de retard sur l'horaire le plus long. C'est pour dire que c'était très très lent aujourd'hui. Alors heureusement, on a eu un coureur qui a tenté d'animer la course, De Vrit, le Belge de la Circus Venty Groupe Gobert, Circus Corendon Venty Groupe Gobert. Mais il s'est retrouvé seul, il est parti au kilomètre 4 et il a fait 180 km d'échappée contre le vent, seul, et il a gagné 200 euros. Enfin, il a fait gagner à son équipe 200 euros. Donc c'est pas cher payé pour l'effort qu'il a réalisé et tout le travail qu'il a consenti aujourd'hui. Échappé, qui a compté jusqu'à 9 minutes 30 d'avance au bout de 40 km de course. Et puis ensuite, ça a diminué. Alors pendant très longtemps, l'écart était à 7 minutes. Et puis on a senti qu'à partir de 70 km de l'arrivée, ça a accéléré. Parce qu'on a même eu un moment de cassure. Et puis après, ça s'est calmé parce qu'il y avait pas mal de vent de face de nouveau. Mais voilà, il est repris à 28 km de l'arrivée. À 22 km, on a une accélération assez forte avec la Deceuninck Quick Step à la Philippe, qui je pense voulait tenter le coup de bordure, mais ils se sont retrouvés à pas avoir assez de vent. Et puis après, on a eu beaucoup d'équipes qui roulaient, des équipes de sprinters qui étaient mélangées à des leaders qui voulaient être bien placés parce qu'ils avaient quand même peur du vent. Mais c'était très très désorganisé. On a eu 20 derniers kilomètres très désorganisés où il n'y avait pas un train, il n'y avait pas une équipe comme on a l'habitude, ou 2 équipes qui étaient très bien organisées avec les 7 coureurs devant leur sprinter et où on sentait que c'était la roue qu'il fallait prendre pour le final. Là, c'était un peu du n'importe quoi, il faut très clairement le dire. Aussi parce qu'on avait eu une non-course avant, donc on a ce genre de situation quand on a une non-course avant, et donc ça sentait le sprint houleux. On a eu une chute à 6 km de l'arrivée avec Bryan Coquard, mais je reviendrai sur la journée de Poissard de Bryan Coquard. Et puis on a une chute également dans le final avec Hofstetter qui touche la roue à Caleb Ewan et qui envoie Sam Bennett sur le côté et dans les sur le bord de la route. À la fin, sprint en costaud parce que le dernier kilomètre était en côte et victoire de Garcia Cortina qui sort. Je pense qu'il y avait du vent de face au niveau du sprint et qui sort aux 200 mètres, mais il était 4e et personne n'arrive à le redépasser alors que c'est un coureur puissant, mais c'est pas un pur sprinter, Garcia Cortina, loin de là. Et malgré les Buoni, malgré Sagan, eh bien il n'arrive pas à dépasser le coureur espagnol. Donc belle journée du coureur espagnol. Et tout de suite après avoir fait le résumé de la journée, on passe au point. Et comment ça s'est passé du côté des Bleus? Eh bien, du côté des bilans des Bleus, c'est une journée au niveau du général plutôt tranquille. Il s'est pas passé grand-chose du côté du général, il fallait juste éviter les chutes. C'était quand même une journée donc au niveau nerveux qui était assez difficile.
Bon, moi j'ai décidé de mettre Nasser Bouhanni. Nasser Bouhanni, le coureur d'Arkea Samsic, parce qu'il fait cinquième. Il aurait pu faire mieux au niveau de son sprint. Je pense qu'il était capable d'aller chercher Peter Sagan. Mais il est gêné dans le début de son sprint par un coureur de la Total Direct Energy. Au départ, je pensais que c'était Bonifacio, mais en fait non, c'était Turgis, mais c'est mon deuxième coureur au top. J'y reviendrai plus tard sur Turgis. Pourquoi banni? Parce que il avait aucun coureur avec lui quasiment, parce que Dan McClay est pas dans une forme olympique. Connor Swift protège plutôt notre ami Quintana, donc il s'est retrouvé quand même quasiment seul pendant toute la journée, où il suivait en fait le train de la Cofidis pendant une grande partie de la journée. Et pourtant il a fait un bon sprint, il fait cinquième. Bon voilà, en étant gêné, il n'était pas content à l'arrivée envers Anthony Turgis, mais on connaît le sang chaud un petit peu de Nasser Bouhanni. Et donc voilà, c'est dommage, mais les jambes sont bonnes. Voilà, il s'est retrouvé aussi dans une situation où lui devait courir plutôt Tirreno, parce qu'on sait que c'est un homme qui aime pas vraiment Enfin, il devait pas forcément foncièrement faire Paris-Nice. Et de toute façon, je m'attendais pas à grand chose de Nasser Bouhanni sur Paris-Nice, parce que je sais c'est pas le meilleur coureur au niveau du placement. Mais là voilà, il fait l'effort de rester dans le premier groupe. Hier déjà il était plutôt bien placé, et il se fait avoir un moment sur une accélération, donc il fait plutôt un bon Paris-Nice, même si les résultats sont pas payants, mais voilà, il fait plutôt une bonne course pour le moment. Deuxième bon coureur, c'est Anthony Turgis. Anthony Turgis qui arrive un peu à sauver la mise des Total Direct Energy, bon, qui a un peu gêné Nasser Bouhanni aussi, mais c'est pas un pur sprinter, donc voilà, il sait par contre très bien se placer. Anthony Turgis, il a un vrai sens de la course, ce coureur. Il sent les bons coups, il sent les situations où il faut se placer. Il se fait rarement avoir, par exemple, sur des coups de bordure, ce qui est assez rare quand même pour un coureur français qui n'a pas été formé dans une équipe belge. Hein. Il a été formé à la Cofidis, mais la Cofidis, c'est pas forcément la meilleure équipe au niveau des coups de bordure. Donc là, il a réussi vraiment à bien se placer pendant toute la journée, parce qu'on ne l'a pas vu, ce qui était une bonne idée dans les 20 derniers kilomètres. Et puis après il fait son sprint. Ce qui est surprenant quand même, c'est parler de Turgis, ça me permet de parler quand même de la stratégie un peu ratée de la Total Direct Energy, parce qu'à 4 km de l'arrivée, je vois Adrien Petit sortir un peu de nulle part, se mettre devant le peloton avec Bonifacio, et là tu te dis, mais pourquoi à 4 km de l'arrivée? Pourquoi aussitôt? On peut pas faire 4 km seul. Donc ça ne servait à rien de se mettre devant le peloton à 4 km de l'arrivée en étant seul et continuer à rouler. Et Adrien Petit, il a fait 2 km quasiment comme ça, où personne ne lui est passé devant, mais j'ai du mal à comprendre comment on peut faire un raté stratégique comme ça, parce que normalement, c'était pas Anthony Turgis. Anthony Turgis, c'était un électron libre, on va dire, mais c'est pas lui qui devait faire le sprint. Il s'est retrouvé à faire le sprint parce que son équipe n'a pas été très performante, et je trouve ça un peu dommage. Il fait de plus en plus nuit, je me retrouve avec de moins en moins de lumière, la qualité de l'image, je m'en excuse, mais elle va pas être top, je pense, parce que la caméra est pas folle, ma caméra. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que je ne filme jamais de nuit, parce que l'image serait de cette qualité-là, et je pense que c'est pas exceptionnel au niveau des couleurs, parce qu'elle a du mal à faire la balance des blancs. Bon, on arrête de se plaindre, on se passe aux coureurs... aux bleus, voilà, aux coureurs ou français ou coureurs dans des équipes françaises, mais qui sont étrangers et qui n'ont pas été exceptionnels. Et je vais parler d'Elia Viviani, le champion d'Europe, qui nous a fait un petit peu comme l'année dernière. C'est-à-dire que j'ai l'impression que depuis 2 ans, il a du mal à avoir confiance. Il a un vrai problème de confiance. On se souvient sur le Giro, j'avais beaucoup critiqué quand même Viviani, qui avait beaucoup de mal à trouver la route, ses équipiers, et souvent qui sprintait en n'étant pas dans le train de son équipe. Ça marche que quand tu es en très grande forme. Kittel l'avait fait pendant tout un Tour de France, mais parce qu'il était vraiment au-dessus du lot. Quand t'es pas au-dessus du lot, faut mieux quand même suivre le train de ton équipe. Et là, il nous fait encore la même chose, c'est-à-dire qu'on sent vraiment dans les 10 derniers kilomètres qu'il n'est pas dans les roues de ses équipiers, qu'il est très très mal placé, et ça c'est quand même dommage. Et quand tu sais que hier il s'est quand même fait avoir un petit peu comme un bêta, parce qu'il s'est fait avoir en étant un peu mal placé dans le premier groupe, parce qu'il était dans le premier groupe à 10 km de l'arrivée, il était hyper loin, il était dans les 2-3 derniers, et quand Pinot arrive pas à suivre Stefan Kung, il se fait lâcher alors qu'il aurait pu être dans le bon groupe. Et quand tu vois qu'aujourd'hui, voilà, il est à 20 secondes, hein, il finit même pas dans le premier groupe, il finit loin.
Tu te dis, bon, il a quand même pas été recruté pour ça et ça va pas faire plaisir à Cédric Vasseur très longtemps. Et puis Brian Cocard, parce que là, bon, Brian Cocard, on peut parler d'un. J'ai rarement vu quelqu'un avoir autant de points sur les 15 derniers kilomètres. Hein. Alors déjà, bon, sur le Samin, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, il avait eu déjà pas mal de soucis avec une crevaison. Il avait dû prendre le vélo, je crois, de Buchkereux ou Bacart. Enfin, il avait un vélo qui n'était pas du tout à sa taille. Il est obligé de rechanger de vélo. Il se retrouve quand même dans le groupe de tête. Où là, tu te dis, c'est quand même assez incroyable parce que vu le nombre de galères qu'il a eu pendant la journée. Et là, pareil. Crevaison à 10 bornes de l'arrivée. Heureusement, Cyril Gauthier, qui fait la même taille que lui prête son vélo et tout ça s'est passé très rapidement. Il re-rentre dans le peloton à 8 km de l'arrivée. Là, il est assez mal placé, mais il était quand même déjà avant ce moment-là très mal placé. Hein. À 20 km de l'arrivée, déjà, il est à l'arrière du peloton. Et là, il se fait avoir par la chute de Tepstra et d'un AG2R également. Donc, ouais. C'est quand même la journée de la poisse pour Cocard et c'est assez incroyable ce coureur-là qui il n'arrive pas à performer encore aujourd'hui. On passe au coureur au top très rapidement. On commence avec Garcia Cortina qui s'impose au sprint. Il n'y a pas grand chose à dire. Ce coureur-là est assez formidable, je trouve. Un coureur qui n'est pas un pur sprinter, qui était déjà en forme l'année dernière sur Paris-Nice. Et là, vous m'avez tapé dans l'œil un petit peu. Garcia Cortina. Il n'avait pas fait un très gros Tour de France, par contre, l'année dernière. Il avait eu beaucoup de mal à partir du mois de juin. On sentait que, bon, voilà, au niveau du pic de forme, c'était pas top, puisqu'il n'avait pas fait un énorme mois de juillet. Puis j'ai regardé, il a arrêté sa saison assez tôt. À Milan-Torino, il a arrêté. Donc, c'est pour dire que c'était assez tôt quand même. Et puis, donc voilà, il est impressionnant parce que remporter un sprint comme ça devant des vrais sprinteurs, faut quand même le faire, faut quand même être solide. Et il était très bien placé. Et surtout remporter un sprint alors que la veille, t'as roulé pour tenter de ramener Dylan Tuns, ton leader, dans le premier groupe. Que le jour d'avant, t'avais également énormément roulé pour ton leader Dylan Tuns pour re-rentrer sur le groupe avec Alaphilippe. Donc voilà, il fait des efforts, il compte pas ses efforts et en plus il arrive à s'imposer. C'est vraiment le coureur idéal, c'est l'équipier qui arrive en plus à remporter des étapes. Autant dire c'est le coureur parfait pour une équipe World Tour. Et puis la Circus Vanti Groupe Gobert, pourquoi ? Parce que cette équipe fait déjà 3ème avec Pasqualone. On sait que Pasqualone aime ses sprints en boss, c'est presque plus un puncher qu'un véritable sprinter. Dans son profil. Et puis surtout, pourquoi je mets là la Vanti Groupe Gobert, parce que De Vries fait l'échappement toute la journée et ils essayent de se montrer alors que ils ont des coureurs qui sont pas au top de leur forme, qui n'étaient pas prévus du tout pour aller sur Paris-Nice. Ils ont répondu à l'invitation au dernier moment alors qu'ils n'étaient pas obligés parce que cette année ils sont pas invités sur le Tour de France par exemple. Et voilà. Et je trouve que voilà, ça fait du bien d'avoir des équipes comme ça qui se prennent pas la tête avec certaines considérations financières par exemple et qui essayent de tout faire pour montrer une bonne image du cyclisme. Et moi je trouve que c'est sympa. Et puis du côté des flops, Sagan, 2ème simplement. Donc ouais, pas top pour Peter Sagan. C'est pas du grand Sagan. Et déjà comme l'année dernière, est-ce que c'est la fin du règne de Peter Sagan ? Je sais pas, mais bon... Déjà, je l'avais dit hier avec Ackermann, il n'avait pas très très bien lancé le sprint, je trouve. Là, c'est encore le cas. Il fait pas une très bonne course. Normalement, c'était lui le leader de l'équipe. Surtout que Ackermann crève, donc c'est vraiment lui le sprinter. Et pourtant, il fait un mauvais sprint. On sent qu'il n'y a pas le punch habituel, quoi. Quand tu regardes les images, c'est-à-dire ça déclenche, il commence à se mettre en danseuse, mais il n'y a pas la puissance comme il arrivait à le faire il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il n'a pas cette capacité-là pour le moment. C'est inquiétant. Est-ce qu'il l'a perdu ? Est-ce qu'il faut qu'il modifie sa manière de courir ? Peut-être, mais c'était pas exceptionnel. Et puis Michael Matthews, qui n'a pas fait le sprint, c'est quand même dommage pour un coureur comme Michael Matthews, qui je trouve est un coureur qui souvent manque un peu d'ambition, Michael Matthews. C'est-à-dire que c'est un leader quand même, normalement, c'est un sprinter leader, mais t'as pas l'impression que c'est un leader dans les équipes où il passe. Et là, par exemple, normalement, c'est à lui de dire, c'est moi qui fais le sprint, c'est un sprint en boss, c'est pour moi. Et là, il se sacrifie pour Seichebol, alors que Chesbol, j'arrive jamais à le dire, le coureur néerlandais, techniquement, c'est pas le leader de l'équipe, c'est Michael Matthews, le leader de l'équipe. Donc c'est assez étonnant sa manière de faire, je trouve ça un peu dommageable. Bon, nous on se retrouve demain pour faire la présentation de l'étape numéro 5, elle est déjà enregistrée.
On se retrouve surtout demain pour faire le débrief du contre-la-montre. Ça sera très court également parce que voilà, il y aura les top et flops, mais j'aurai pas grand-chose à dire au niveau de comment s'est passée la journée. Et puis surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, pour l'abonnement et pour le pouce bleu. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.